Salut tout le monde, ici Jerry Rochon qui vous souhaite la bienvenue au podcast Drette sur Tape, qui est vraiment un automne formidable, avec des beaux épisodes, vraiment qui est un automne qui est vraiment somptueux. C'est pas sans rappeler l'automne 116, avant la Coupe Stanley 117, où j'avais croisé au Centre-Ville de Montréal, j'avais croisé au Eaton Jerry Cheevers, qui est en train de se magasiner une soute rayée, un peu à l'image de son masque. C'est un gars très sympathique, et puis finalement, j'étais ramassé un petit peu d'une ruelle, on avait croisé des gars qui voulaient se battre, j'avais dû poignarder un homme, et puis le laisser pour mort. Mais c'est vraiment, c'est des choses qui arrivaient dans le temps, puis c'est comme ça, ok? Jerry Rochon, mesdames et messieurs, qui revenait à Drette sur le Tape. Ici David Bocage qui reprend le micro de ce bon vieux Jerry Rochon. Pour souhaiter la bienvenue à l'épisode de Drette sur le Tape cette semaine, où on reçoit nul autre que Bruno Lachance. Bruno Lachance, qui, vous connaissez peut-être, c'est dans la région de Québec, qui a fait un documentaire complètement autoproduit sur la légende la défunte légende Bob Bissonnette. Bob Bissonnette, vous avez été familier avec le phénomène. C'est un ancien joueur de hockey qui a joué pour les Olympiques de Hall, un grand chum de Max Talbot, qui a, je pense, un peu joué pro après et qui s'est surtout par après forgé une carrière musicale à thématique complètement hockey. Et c'est un phénomène assez particulier parce que c'est très, très populaire dans les régions. Bob Bissonnette remplissait les festivals, vendait énormément de bière dans les festivals, avait son fanbase, son following, vendait beaucoup de merch et était un peu snobé en ville, avait pas le succès autant en ville qu'en région, mais dans la région, en termes de vente d'albums, en termes de following, c'est assez impressionnant. Là, soit que vous êtes en région, vous êtes comme, ben oui, on le sait, ou soit que vous êtes en ville, vous êtes comme, j'ai jamais entendu parler de ce gars-là. Mais oui, Bob Bissonnette avait vraiment réussi à créer sa marque un peu à l'image de sa carrière de joueur de hockey. C'était peut-être pas le plus talentueux musicalement ou le plus talentueux sur la glace, mais par sa hargne, son travail, sa drive, il a vraiment réussi à accomplir de grandes choses. Et nul autre que Bruno Lachance, qui est un ami de Bob, si je me souviens bien, mais ça fait quand même un moment que j'ai enregistré l'épisode, mais qui a décidé de faire un documentaire sur son ami, qui est décédé dans un accident d'hélicoptère, peut-être certains s'en rappelleront. Étrangement, je pense que c'était le jour de l'anniversaire de Chantal Maccabé, sur laquelle il y a une chanson très drôle de hasard. C'est dans le coin du Nouveau-Brunswick, si je me trompe pas, là, où dans ces eaux-là, un accident d'hélicoptère dans lequel il a péri, ainsi que, je pense, un autre homme. En tout cas, il y avait une autre personne qui, dans l'hélicoptère, elle s'en est tirée pratiquement indemne, quelques scratchs, mais comme quoi, la ligne est très mince entre la vie et la mort. Max Talbot, relation privilégiée, grand ami de Bob, et Max est à la genèse de la carrière de Bob. Vous allez comprendre pourquoi dans le podcast. C'est en 2016 que Bob est décédé. Et donc, voilà. Donc, je vous laisse au bon soin de ce cher Bruno Lachance qui est venu me rencontrer alors que j'étais de passage avec Louis-José Hood à Québec, alors que j'assure la première partie de son show caché 3, Tu n'es pas spécial. Parlant d'humour, au moment où ceci sort, je sais pas si on est soit Patreon ou public, mais il y a des bonnes chances que si c'est pas déjà fait, mon premier spectacle solo est officiellement annoncé. Donc là, je dis peut-être que je sais pas si c'est certain, voilà. Mais suivez ça, faites attention derrière vous, je m'en viens qu'un couteau. Puis suivez ça sur autant sur les réseaux que en fait c'est très simple, davidbocage.com, vous allez voir, le site va avoir changé, ça va être à l'effigie du visuel, l'affiche du show qui est vraiment à veille de sortir au moment où j'enregistre ceci, qui est toujours 2 semaines avant la sortie publique. Donc, surveillez ça parce que Québec, parce que je vais venir vous voir, les amis, là. Ah, OK. Il y a une petite première médiatique qui va avoir lieu à Québec également, en plus, évidemment, de Montréal. Et j'ai même un spectacle à Noël, Noël à Québec, début janvier. Vous allez avoir l'une des versions, dernière version rodage, mais vraiment, là, on va être pas loin du spectacle final. Donc, vous pouvez venir voir ça au Petit Champlain en janvier. Si je me trompe pas, je pense que c'est le 2 ou 3e décembre de dimanche de janvier. Donc, allez voir ça au davidbocage.com à Québec. Saint-Casimir également, les quelques jours avant. Donc, voilà. Ça sera après la pré-production. Il va y avoir des éclairages. Il va y avoir vraiment la totale va être à ce moment-là. Alors, voilà. Donc, Bruno est venu me rencontrer à l'hôtel où j'étais avec Louis-José. C'était le 20 mai 2024, donc déjà un petit moment.
Mais c'est ça qui est le fun. L'histoire de Bob est intemporelle et le documentaire est encore disponible demain sur les plateformes. Vous pouvez le louer à tout moment. Ça risque de vous donner le goût d'en entendre parler. Donc, voici le réalisateur, producteur, tout. Il a tout fait sur cette affaire-là. C'était autoproduit. Documentaire Bob Bissonnette, Rockstar. Voici Bruno Lachance. Drette sur le tape avec David Bocage. C'est ça, en fait, moi je connais bien William Goff, en fait, qui était le guitariste de Bob, parce que sa sœur à William, c'est la femme d'Arnaud Soli. OK. Qui est un bon ami, qui est humoriste. Fait que, je l'ai rencontré dans des Parlement. chalets en Gaspésie. J'étais guitariste. T'es guitariste pour Bob. Tu sais, il est vraiment comme c'est vraiment pas un gars de hockey. Là, non, William, vraiment pas. Il a un aura. Il est drôle, lui. Ah oui. Il est dans le film, en plus, là, justement, que j'ai checké justement hier soir. Okay. J'ai checké le docu quand même, on se voyait. Mais j'allais dire, un point de départ qui peut être intéressant, c'est par rapport à... Parce que les gens connaissent un peu Bob Bissonnette, mais son amitié avec Max Talbot. Ouais. La genèse un petit peu de la carrière, si on veut, musicale professionnelle de Bob, c'est un petit peu passé au mariage... pas au mariage. Au mariage avec la coupe. Au party de la Coupe Stanley. C'était en 2009. 2009, exact. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu le party de la coupe de Max Talbot? Ben, moi, j'étais pas là physiquement, mais le narratif. Dans le fond, c'est ça. Bob avait été invité par Max pour aller faire une coupe de tunes dans l'après-midi, parce qu'il y avait une parade dans l'après-midi, je pense que c'était à Saint-Bruno. Puis, fait qu'il a fait ça. Puis en soirée, c'est là que s'est installé, puis il a fait, entre autres, Chris Chelios à la guitare, version un peu tout croche, non censurée. Puis cette version-là s'est retrouvée assez rapidement sur le web, même si Bob le savait pas, tu sais. Puis ça s'est mis à... Les clics ont commencé à ce moment-là, tu sais. Puis, fait que le buzz a vraiment commencé grâce à cette tune-là au party de Max Talbot. Puis, c'est ça. Fait que c'est ce qui a débuté le tout, qui a fait que Bob a pris la décision un jour de tout arrêter puis de se concentrer sur la musique. Puis voilà, c'est là que ça a commencé. Qu'est-ce qu'il faisait, Bob? Parce que pour mettre en contexte, Bob, dans le fond, Roberto Bissonnette était un joueur de hockey junior. Ouais. Il avait rencontré Max Talbot à l'époque des Olympiques de Hull. Exact. Puis tout ça. Puis après, il avait pas joué pro. Il a joué un petit peu pro, mais il a pas joué Ligue nationale. Qu'est-ce qu'il faisait après le hockey? Tu dis, il a tout arrêté pour lancer... il travaillait, il était représentant pour une compagnie qui fabrique des bâtons de baseball. OK. Fait que tu sais, c'est un peu ça qu'il faisait dans les derniers moments. Puis c'est ça, c'est là qu'il a décidé de se lancer, d'auto-produire son album. Il a vraiment tout fait lui-même, tu sais. Puis il s'est trouvé un band. En fait, le band qu'il y avait au départ, c'était des gars qui jouaient de la musique, justement les gars de la région de Montréal, qui jouaient de la musique au party de Max Talbot. Fait que c'est là qu'il a connu, tu sais, les gars avec qui il a enregistré le premier album. Là. Parce que aussi au party de Max Talbot, il y avait tout un line-up d'artistes musicaux. Les autres bands. Il me semble il y avait les bébés, t'es-tu là? Les bébés. Ouais, il y avait beaucoup de monde. La crème, là, je vais de mémoire, là. Ouais. Et entre autres, le band de cover Shine, puis c'est à cause de ces musiciens-là, en fait, qui ont accompagné Bob là sur l'album. C'est quand même fou qu'il avait fait venir les bébés là, tu sais, à son c'est quand même malade. avec la Je coupe. pense que c'est des trips imagine tu peux te payer le trip que tu veux rendu là. Fait que tu veux les bébés, tu vas avoir les bébés. Ça arrive pas si souvent non plus, tu te gâtes. Fait que c'est ça, il y avait eu comme l'aspect buzz parce que c'était les premières années aussi de YouTube là, que tu mettais quelque chose, c'était pas Ah oui, c'est ça, c'est les téléphones, c'est un peu de la merde aussi. C'est ça, 2009. Au nouveau iPhone iPhone première génération, j'imagine quelque chose là. Fait que c'est un peu tout croche, mais en même temps, ça fait le charme de la patente. Ouais. Puis ça c'était au niveau comme un petit peu coming out de musicien, mais plus que ça, Max Talbot est allé une coche plus loin même pour aider Bob pour son premier album. Financièrement, il a donné un petit coup de main aussi. Max Talbot puis Alex Giroux aussi. Ouais, un ancien joueur aussi, qui restait un bon chum, un des meilleurs chums à Bob. Puis dans le fond, la machine à scorer, c'est lui. C'est vraiment une tune qu'il a faite sur Alex Giroux.
Ah, c'est pour ça que quand dans le documentaire... Il y a écrit machine à scorer dans le super avec son nom, là, c'est ça. C'est qu'à chaque fois, mettons que tu mets le nom de la personne en bas, en dessous, il était marqué, mettons, ami, sœur de Bob, ou Chantal Maccabé, c'était la femme rêvée. Exact. Puis en dessous de Alex Giroux, il était écrit ami et machine à scorer. Ouais, ça fait que c'est l'inspiration de la machine à scorer, c'est Alex Giroux. Qui a joué longtemps, qui a joué pour les Olympiques, puis après ça, il avait été changé en Abitibi, je pense, contre Max Talbot. Ah oui, ironiquement, ouais. Puis après ça, Alex, il s'est ramassé. Ben, il a joué à NHL, il a joué une coupe de Game Pro. Washington. Il a joué pour Washington. Il a joué pour Edmonton aussi, je pense, un peu. Washington, je sais qu'il a fait son premier goal, il a scoré sur une passe d'Ovechkin. Tu sais, c'est vraiment cool, là. Mais après ça, il a joué longtemps en Suisse. Oui, c'est ça. Ça me revient, ouais. Ouais, fait qu'il a arrêté il y a pas si longtemps. Fait que c'est lui, la machine à scorer. Voilà. J'espère que n'importe qui dit la machine à scorer, c'est moi. C'est moi. Voilà. qui n'est pas, qui est un peu un hommage à la machine à danser, là. Ouais, quand même, un peu, je sais pas de quoi tu parles, là. Il y a pas de lien. La première fois que j'ai entendu ce truc-là, j'ai dit, voyons, il y a comme, c'est pas du plagiat, mais c'est pas loin de. Ah ouais. Ouais, ça me rentre dans la tête. Je sais pas à quel point la compagnie créole est au fait de l'existence de la musique de Bob Bissonnette. Sûrement pas. En fait, non, je m'étonnerais. Je pense qu'il n'y a pas les mêmes hobbies. Fait que je pense que Max Talbot avait dit à Bob, je pense que je vais te prêter 25 000. Je sais pas. Le montant, je le sais pas. Quelque chose comme ça. Mais puis ça, Bob, il a tenu à le rembourser. Tu sais, puis honnêtement, tu te lances dans un projet de même de musique francophone au Québec, tu sais pas trop si ça va lever ou non. Tu sais, puis Bob, il y avait justement aucune machine derrière lui. Tu sais, il connaissait fuck all là. Tu sais comment enregistré. Bon, il était en studio, il était avec un réalisateur, Cal Bastien, qui est un réalisateur de talent, un gars qui a enregistré, qui a produit beaucoup d'albums. Il a fait Daniel Bélanger, entre autres. Il a travaillé avec Jean Leloup. Il a fait ben les affaires, Cal. Fait qu'il y a ce gars-là côté musical, mais après ça, une fois que les tunes sont faites, tu fais quoi avec ta musique? Et ça, Bob, il avait aucune idée, le tracking radio, comment ça marche. Les demandes de subventions, je pense qu'il s'est pas enfargé bien longtemps pour se rendre compte que c'était trop c'était compliqué, c'était la merde. Il voulait avoir le contrôle 100% sur ce qu'il faisait. Fait que c'est pour ça qu'il y avait besoin de sous, parce que là, tu rentres en studio, t'as des musiciens payés, t'as bien des affaires. Fait que ces gars-là l'ont aidé, puis Bob a tenu à les rembourser jusqu'à la dernière scène. Puis je pense que ça n'a pas été long, je pense que ça a pris 1 an. Je pense même dans le docu, je pense qu'il dit à Max Talbot, est-ce que tu me donnes 1 an pour te rembourser, puis qu'avec les ventes d'albums après 6 mois, il l'avait remboursé. Ouais, ben c'est ça. Ce qui est quand même incroyable. Vraiment. Fait qu'il a vraiment remboursé jusqu'à la dernière scène, puis c'est ça que Max aussi dit dans le documentaire, c'est que Bob a pris la peine, puis ça c'était du Bob Bissonnette, là, tu sais, il a pris la peine d'écrire une lettre à la main pour le remercier, puis tu sais, c'était tout le temps des petites attentions comme ça qui faisaient que tu sais, les gens appréciaient vraiment sa compagnie. C'était pas c'est ça, c'était pas botché. Il prenait la peine, tu sais, même si à un moment donné, il manquait de temps d'une journée parce qu'il justement il répondait à tout le monde puis il passait beaucoup de temps avec les gens, mais il prenait la peine de bien faire les choses. C'était ça. Un côté très familial dans son approche. Vraiment. Toi, ton rapport avec Bob, d'où ça part? Est-ce que vous vous connaissiez? Non, justement. Moi, ça a été en 2010, une fois que l'album était fait. Fait que moi, tout le volet hockey, je l'ai connu après. Là. Moi, j'avais aucune idée de c'était qui ce gars-là, tu sais. Puis c'est drôle parce que moi, je travaillais à la radio à l'époque. Puis c'est là que on a reçu des copies de son album comme un moyen de promotion pour que ça joue à la radio. Fait que je l'ai entendu pour mettre là. en contexte, excuse-toi, tu faisais de la radio à Québec à l'époque. Exact. Moi, j'ai travaillé Quel poste? J'ai travaillé à Radio X, longtemps. Je m'occupais plus du volet production, dans le fond. Fait que le volet production commerciale, production musicale. Après ça, j'ai travaillé à Rock 100.9 aussi, la station musicale de Québec qui jouait beaucoup de Bob Bissonnette. Fait que, à cause de ça, on reçoit l'album, je l'écoute, puis je fais comme waouh, c'est malade ça, c'est drôle, tu sais, je trouve ça drôle. Puis je trouvais pas que le gars avait une super voix, mais j'étais Christ, c'est des bonnes tunes, tu sais, ça rentre dans la tête, les tourneurs, les mélodies, c'est accrocheur, tu sais. Fait que ça a commencé comme ça, puis honnêtement, c'est rare que je reçois un album puis je l'écoute 3-4 fois, tu sais, habituellement assez rapidement, on sait si on aime ça ou non, puis c'est correct, c'est cute. Et là, vraiment, je l'ai écouté 3, 4, 10 fois dans mon char pendant 2 semaines, 3 semaines. Et suite à ça, j'ai un de mes bons chums avec qui j'ai déjà travaillé aussi, qui connaissait Bob, qui m'appelle, qui dit bon ben Bob, ok, connais-tu? Je dis Chris, c'est malade, j'écoute ses tunes depuis 1 mois, tu sais, puis je trouve ça cool.
Fait qu'il dit, ouais, il voudrait te rencontrer parce que moi, dans le temps, j'avais un band de compo qui s'appelait Bumper Stickers. Puis on faisait de la musique, puis on jouait à Musique Plus, puis on jouait à la radio un peu partout. Fait que c'était comme la référence côté comment on aligne ça, un band au Québec, c'était comme, là, c'était moi. Fait que il m'a approché au départ pour ça. Fait que là, j'ai parlé des subventions, j'ai parlé des compagnies de disques, comment ça pouvait fonctionner, le booking, le tracking radio, tout ça. Puis le vidéoclip. Fait que dans le fond, je faisais un peu de vidéo pour le fun. Puis c'est comme ça que là, Bob, il dit, OK, ben, veux-tu faire mon clip? Genre des gars de la NHL, on va filmer ça. Tu sais, ça s'appelle mettre du tape sur ma palette. Je sais pas trop comment on va faire ça, mais les gars pros s'entraînaient au PEPS Université Laval l'été. Les gars de Québec. Oui, c'est vrai. Fait qu'il y avait Alex Giroux, il y avait Max, il y avait David Desharnais, il y avait Antoine Vermette. En tout cas, bref, fait que il dit, garde, on va se servir d'eux autres là, puis ça va m'aider. OK, cool. Ouais. Fait qu'on est allé filmer ça à l'Arena de Sillery à l'époque, beau building en bois, vraiment sur le bord de tomber à terre. Sillery, c'est pas le quartier en plus un peu plus huppé? Ouais, quand même. Oui, tout à fait. Les médecins. Ouais, c'est une belle place, Sillery, coûte cher. Yves Jacques vient de Sillery, bon. le comédien Yves Jacques. Bref. J'ai beaucoup de talent, monsieur. Oui. Puis il est d'accord, il aime beaucoup Québec, ça c'est le fun, oui, parce vraiment. qu'il est resté proche de la ville de Québec. Ben, lui puis la gang à Robert Lepage, ouais, vraiment. C'est la même génération. Ouais. Bref. Puis fait qu'on a fait ça à l'Arena de Sillery. Puis en sachant pas trop comment ça s'aligner, tu sais, moi je loue des affaires, je m'achète un Kodak dans le temps, tu sais, puis OK, let's go, on fait ça. Et finalement, ben ça a levé quand même assez rapidement pour ce qui est de mettre du tape sur ma palette. T'sais, ça a vite pogné genre le 100 000, 150 000, 200 000, 300 000. Puis là, dans ce temps-là, c'était comme... Il y avait pas tant que ça de Facebook non plus. Tu sais, c'était en 2010. Ça commençait. Puis c'était pas des... Ça marchait pas comme des vidéos Facebook à cette heure que t'as comme... Tu sais, en tout cas, les vues montent vraiment... C'est plus accessible, ça monte plus rapidement. Les algorithmes n'étaient pas comme aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Fait que c'était vraiment un lien YouTube qu'on postait, puis là, les gens partageaient, puis ça partageait beaucoup. Puis ça a levé comme ça, vraiment en fou, puis ça a jamais arrêté, parce que Bob étant Bob, ben là, il était vraiment fidèle, loyal envers ceux qui l'ont aidé. Fait que c'est moi qui, après ça, qui ai fait toutes ces autres vidéoclips jusqu'à la fin, là. Fait que... Parce que c'est ça, Bob va avoir fait au total 3 albums. Ouais, il est en train de préparer le 4e, là, quand il est décédé. Ouais, il est en train il y avait rien d'enregistré concrètement pour le 4e, à part plein d'affaires dans son téléphone que personne n'a accès. Fait que, ah non? Alors, non, c'est mort avec lui, là. Parce qu'il était sur lui, son téléphone. Ouais, c'est ça. Fait que, il y a à la fin du documentaire, vous mettez un genre de mémo vocal de lui qui chante une nouvelle tune avec la fille de Michel Laplante, qui est le propriétaire des Capitales de Québec, l'équipe de baseball ici. Il est président des Capitales, dont Bob était également actionnaire. Ouais. Puis qui était dans l'hélicoptère. Exact. C'est le seul survivant du crash de l'hélicoptère. Miraculé. Vraiment. Puis lui, il y a eu, là, il y a eu des points de suture, cicatrices, mais quand même. Rien de cassé, là. C'est fou. C'est débile, là. Puis il chante avec la fille de Michel. Exact. Fait Aliane, qui est la fille de Michel, qui avait 11 ou 12 ans à l'époque, c'est fou, là. Puis c'est une bonne chanteuse. On entend le truc, mais on voit pas, donc elle était jeune. Elle était très jeune. OK. Ben, elle avait une très belle, elle raconte une super belle voix, elle chante maintenant, elle fait ça beaucoup. Puis, fait que Bob, cette journée-là, il avait enregistré avec elle une tune sur laquelle il travaillait. Puis c'est quelqu'un, en fait, c'est même pas Bob qui l'enregistrait, c'est Bobby Barry, qui est le coach. On dirait un nom que tu viens d'inventer. Bobby Barry, on dirait un nom d'un sketch des Chicken Swell. Bobby Barry, mais ouais, c'est un vrai gars, puis il est vraiment smart. Puis en fait, lui, il coach encore le club de la Ligue nord-américaine de hockey. OK. Lequel? Le club de Thetford, les autres thermiques. Ils ont gagné le trophée il y a pas longtemps. Ils ont tout le temps des noms incroyables. Ouais, c'est tout le temps des commanditaires de portes de garage. Des trucs d'excavation. Ouais, c'est ça. Il y a le Garaga, les autres thermiques, le Plastic More. Non, c'est comme ouais, en tout cas. Fait que, et c'est Bobby qui avait enregistré avec son iPhone. À l'insu, probablement. À l'insu, c'est ça, tu sais. Puis après ça, il s'est rendu compte qu'il avait ça dans son téléphone. Wow. Puis c'est la seule version qui existait, c'est ça. Puis on s'en est servi, on l'a ressorti pour la fin du documentaire. On trouvait que c'était bien placé. J'ai vu sur Spotify qu'il y avait une version qui était sortie. Ça doit être suite à ça, retravaillé. C'est ça. C'est Carl Bastien, encore une fois, qui est repassé là-dessus pour faire une espèce de mastering pour que ça sonne un peu mieux. Là, ouais. Fait que c'est ce qui reste. Parce que là, il est en train de. Fait qu'il y avait aucune chanson pour enregistrer. Non. Ou des trucs du 4e album. Non. C'est tout. La seule affaire qui était
commencé comme job, c'était pour faire un album symphonique avec des violons. Qui avait refait des tracks de voix, puis il avait commencé à travailler ça beaucoup. Puis ça, c'est un projet qui a été terminé par le frère de Bob il y a 2-3 ans. Okay. 2 ans. Qui est parti de ces tracks vocales-là qu'il avait faites. Mais en même temps, c'était comme, on appelle des shit tracks, là. Mais c'était vraiment juste pour des guides, pour les musiciens. Mais ils sont partis de ça, puis ils ont fait quelque chose de vraiment, vraiment cool. Et de différent, beaucoup. Avec les tunes de Bob, mais version orchestrale, symphonique. Parce qu'il avait loué aussi le Palais Montcalm. Ouais. Ces tunes avec un orchestre. Exact. Un peu, donc, donc, il y avait vraiment cette affaire-là. Fait que Bob a eu le temps de faire, dans le fond, trois albums. Ouais. Fait que toi, tu l'as connu vraiment au début de cette affaire-là. Là, on est au moment qu'on enregistre ça, on est en mai 2024. J'ai eu un moment d'hésitation comme oui, mai. Et en septembre, dans le fond, ça va être le 8e anniversaire du décès de Bob. Déjà, ça remonte à septembre 2016. Ouais. Exact. Ça va très vite. Et aussi, je vais en venir avec ça. Je me souviens plus pourquoi je parlais ça. Mais oui, c'est ça. Bref, c'est ça que c'est ça va faire 8 ans. Mais toi, ton documentaire, ça fait seulement... Ça va faire 5 ans. Ça va faire 5 ans. En 2019. Fait quand même. D'où est partie l'idée, parce qu'il y a quand même eu un petit laps de temps entre les deux, le temps d'absorber la nouvelle. C'est quand que t'es venu, puis comment t'es venu l'idée de faire un documentaire sur Bob Bissonnette? Ça a pas été long que l'idée m'a popé parce que Bob était un gars qui avait 1001 projets avec 1001 personnes. Chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, c'était comme ouais, ça c'est cool ce que tu fais. Est-ce qu'il faudrait faire ça ensemble? C'était une fois sur 1000, ça marchait. Mais le projet qu'on avait ensemble, c'était de faire un film un jour, tu sais, sur quoi, je sais pas, mais tu sais, on voulait faire quelque chose comme ça. Fait que là, j'ai comme fait une fiction ou une fiction. Ah ouais? Ouais. Tu sais, Bob a quand même, il a fait plusieurs projets dans sa vie, puis il avait été entre autres figurant dans une coupe dans l'an 50, entre autres, il remplaçait, je pense que c'était Pétel qui faisait sa glace là, c'était lui qui faisait qui remplaçait. Puis non, c'était pas Pétel, c'était c'est pas grave, ça va revenir. En tout cas, un personnage de l'an 50. Un autre nom qui n'est pas sans rappeler Bobby. Bobby Barry. Bobby Barry. Quand ton nom rime avec un peu d'allitération en B, il y a de quoi là. Bref. Ah oui, mais ça sonne vraiment rockstar. Ben oui. Et il avait fait de la figuration aussi dans le film sur Maurice Richard. Oui. Dans le temps. Ah oui, avec Roy Dupuis. Ouais. C'est ça. Oh mon Dieu, mais là. Puis avec Mike Ritchie, avec Vincent Le Cavalier. Tu sais, il y avait une couple de gars. Il y avait Sean Avery. Ouais, exact. Sean Avery, sais-tu dans quel film Sean Avery a joué récemment? Aucune idée. Un film oscarisé. Ben voyons donc. Il y a une scène, puis pas juste figurant, il y a une scène parlante dans Oppenheimer. Ah ouais. T'as-tu vu Oppenheimer? Oui. Je sais pas si tu l'as vu en anglais ou en français, mais... Je l'ai vu en anglais. Il y a une scène où c'est quand ils s'apprêtent à faire le visionnement de la bombe avec leurs lunettes pis ça. Je sais pas trop quoi. Là, le commandant, je sais pas trop quoi. C'est Sean Avery. Ah ouais. Ouais, puis j'ai zéro remarqué. Mais comment ce gars-là se fait pour se ramasser dans des affaires comme des fois il a été model pour Louis Vuitton puis là il est dans comment tu te ramasses dans Oppenheimer? Tout ça, peu importe. Parenthèse. Pour ça, pour dire Bob jouait ou figurait dans Maurice Richard. Et ben c'est ça. Fait que dans le fond, il aimait le côté, tu sais, cinéma. Puis à chaque fois, il était là, j'aimerais ça que tu viennes sur le plateau voir comment ça marche. Tu sais, des clips, tu sais, mais là, c'est vraiment low budget. Je peux pas débarquer sur le plateau à Charles Binamé comme ça. Non, je pense pas que ça fonctionne. En tout cas, fait que le projet, c'était de faire un film. Fait que la journée où il décède, ben moi c'est con parce que je travaillais à la radio à l'époque. Puis j'apprends la nouvelle. Mon réflexe, c'est de me ramasser, tu sais, une caisse de bière, puis de m'en aller à la radio, puis de faire un show spécial à radio, live. C'était férié le lendemain, c'était le dimanche, la fête du travail. Fait que je rentre à la radio, à Rock 100.9, je m'assois, puis je décapsule une bière, puis là, je jase avec les gens, j'ouvre les lignes, je mets des tunes, puis des tunes de cover que Bob jouait en show, puis des tunes de Bob au travers, puis ça a été ça, moi, ma réaction la journée où c'est arrivé. Parce que juste de même à show, quand tu l'as su, comme comment t'as vécu ça? C'est réaliste, là. C'est irréaliste. Tu comprends pas. T'es encore dans le déni, probablement. Ah, tout à fait, là. Ouais, ça se peut pas. Ouais, ça se peut pas. Ça se peut pas. Puis, non, c'était plus grand que nature. Puis, c'est arrivé en même temps avec les médias sociaux beaucoup. Tu sais, les gens, je pense que tout le monde qui allait voir Bob en show, ils ont toute une photo avec Bob Bissonnette. Là. Fait que, tu sais, tout le monde se mettait à poster des photos avec Bob. C'était gros. C'était très gros. Puis même les médias nationaux qui embarquent là-dedans, puis des radios, des médias qui le boudaient
à l'époque où lui, il aurait aimé ça faire parler de lui, puis là, finalement, ils ont tout comme embarqué là-dedans à cause de l'ampleur, la tragédie. Là, ils se sont rendus compte que c'était un phénomène qui vendait beaucoup d'albums, même s'il y avait pas de grosses maisons de disques. Fait que ça a été... ça a pris beaucoup d'ampleur. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, c'est fou, là. Je veux dire, l'ampleur musicalement que ce gars-là a dans l'espace, tu sais, musical québécois, presque 8 ans après sa mort, puis qu'il vend encore des milliers de disques, puis c'est fou. C'est tu vas sur Spotify, tu sais, son top 5, c'est quand même dans les millions d'écoutes pour un gars qui était, somme toute, en marge, ben oui, tu sais, du réseau commercial. Fait que tu vois qu'il y avait une connexion avec une connexion très forte avec beaucoup plus de monde que ce que peut-être quelqu'un qui habite sur le plateau à Montréal pourrait même concevoir. Ouais. Fait que ça pour dire, fait que la journée, comment tu l'as appris que Bob était décédé? Ben moi, c'était un de mes amis avec qui je travaillais à la radio. Ben puis oui, un lutteur, un gars qui travaille aussi pour les capitales de Québec. Fait qu'il était connecté avec les capitales. Fait qu'il y avait, c'est ça, il avait entendu ça, lui, avec les capitales, parce que Michel Laplante était dans l'hélicoptère, tout ça. Fait que c'est lui qui m'a appelé. Puis c'est ça. Là, après, à partir de ce moment-là, tu sais, moi, j'étais en contact avec plein d'amis en commun qu'on avait. Puis on se parlait dans C++, non, oui, non. Puis c'est ça, c'est de même. J'étais pas dans la garde rapprochée pour être avec tous ses meilleurs chums puis sa blonde ce soir-là, mais j'ai vu que ça de mon bord avec d'autres mondes au téléphone puis avec les auditeurs à la radio. Fait que ça a été, tu sais, justement, t'as ouvert les lignes, les gens, tu sais, c'est quoi les moments là, les plus touchants aussi? Qu'est-ce que tu te rappelles de ça? Honnêtement là, j'ai pas tant que ça de souvenirs de toute cette soirée-là. Puis c'était trop en choc, c'est un long de flou. C'est ça. Tu sais, puis c'est ça. T'étais en onde combien de temps? J'étais en onde un bon 4-5 heures de temps. Ah, mon Dieu! Oui, ça a été intense, là. Ah, ouais, OK, c'est vraiment, puis non, mais tu sais, les gens appréciaient ça, les gens avaient besoin de ça aussi, puis ça a parti en fou. Pour vrai, là, c'était assez surréaliste. Puis genre, je pense que j'ai encore les tapes de ce show-là, mais je l'ai jamais écouté, là, ça me tente pas, là. De t'entendre version zombie. Non, c'est ça. Je vais apprendre qu'un ami est mort. Mais ça, c'est sûr que tu te souviens pas de ça. T'es trop dans un état second. T'es comme, tes nerfs bougent, mais voici moi, dans ma tête, c'est ça qu'il fallait que je fasse. C'est ça que j'ai fait, puis je l'ai pas jamais regretté, là. Ça a été, puis il y a plein de monde qui m'en parlait même, puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui l'ont appris à cause de ça aussi. Puis tu sais, quand il se passe quelque chose, une grosse nouvelle, en même temps, ça touche personne, mais ça touche tout le monde, tu sais, ça touche les proches, mais tout le monde se sentait interpellé, tu sais, puis tout le monde a envie d'en écouter. On l'a vécu récemment avec la mort de Carl Tremblay, tu sais, les gens ont envie d'écouter, je sais pas, ils se rattachent à ça, fait que, je sais pas, c'est des moments qui ça a été ça qu'on a fait. Puis c'est comme si Carl Tremblay, il y a beaucoup de gens qui sont comme, mon Dieu, les Cowboys, on savait que c'était big, mais quand il est décédé, ça a comme pris une autre coche. C'est ça. De genre, OK. Ouais, c'était quelque chose, là. Encore plus, tu sais. Fait que, tu sais, ça te fait réaliser que t'étais chanceux de vivre ça, ou ça te fait réaliser que, si, je dois passer à côté de quelque chose, moi, là. Il me semble, j'ai comme l'impression que, OK, c'était hot. Ouais. Tu sais. Fait que c'est un peu ça puis il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça avec Bob aussi, tu sais, puis c'est ce qui fait que même maintenant, 8 ans après sa mort, il y a des gens que là, ils ont embarqué sur le tard, puis c'est bien correct. Puis ils ont embarqué à cause du décès, à cause du documentaire, à cause de bien des affaires. Puis ils l'écoutent maintenant, puis ils font, je l'ai jamais vu en show. Ouais. Mais c'est la vie, tu sais. Il y a pas eu y a-tu des captations de spectacle de Bob? Bon, oui, en fait, il y a même un show que, c'est moi qui l'avais filmé, évidemment. En 2011, à l'Impérial de Québec. Ouais, quand il avait soufflé la place. Ouais, c'est ça. C'est un party qu'il avait fait pour sa fête, son propre anniversaire. Encore une fois, il autoproduit le show parce que c'est ça qu'il veut faire. Puis, fait qu'il le fait. Il loue l'Impérial, c'est Pépé qui fait sa première partie. Puis, fait qu'il y a 900 personnes ou 1000 personnes sold out l'Impérial. Puis, il me demande de filmer le show. Fait que je demande à des chums, on se ramasse des Kodak, puis let's go. On sait pas quoi faire avec ça, mais tu sais, on l'aura un jour. Fait qu'on a fait ça. Puis ça, c'est un show qu'on a sorti disponible l'année passée ou il y a 2 ans. Puis on a même fait un lancement à Québec, une projection, parce que c'est un show de Bob, là. Tu sais, c'est le premier album. Honnêtement, il y a pas de tune du 3e, puis il y a moins de tunes du 2e, mais c'est un Christy de bon show. Puis ça montre à quel point c'était quoi Bob Bissonnette live, là. Tu comprends un peu l'interaction avec le public, il énargue un peu, tu sais, bon, les gorgées, l'alcool, bon, tout ça. Ouais. Puis les tunes, la qualité des tunes, le band est vraiment douette. Fait que c'est un bon show. Puis on l'a sorti, c'est ça, à Québec l'année passée. On a fait une projection.
au quai 30 ici, genre avec 1500 personnes pour aller voir un show sur écran. Puis là, il s'est vendu de la bière en fou. Les gens, ils embarquaient dans le show comme si c'était un vrai show de Bob, là, comme si tout à l'heure, ils criaient gorgée, le monde, ils prenaient une gorgée, là, ils répondaient, ils chantaient, ils tournaient avec, c'était assez unique comme ambiance. Et ce qui a fait que ce show-là, là, la famille de Bob est en train de le sortir puis de le promouvoir. On fait une couple d'événements avec ça, bref, dans la prochaine année. Un petit côté Eras Tour de Taylor Swift, mais avec le show. Ouais, c'est ça. Avec Bob, ouais. Avec plus d'alcool. Puis c'est drôle parce que... Et moins de bracelets colorés. Ouais, c'est ça. Avec une coupe de brassière. Il y a même qui pitchent leur brassière à un écran. Là, à un moment donné, ils iront pas fous, là, ça mais va loin. C'est ça. Et pour te montrer à quel point, tu sais, l'interaction, les gens y embarquent, puis ce show-là, bref, on le fait encore une fois cette année. Puis il y a comme un enchaînement qu'on fait. Puis, là, moi, je tire partout. Là. Moi, j'ai produit ces affaires-là, je fais de la radio, mais je joue de la musique aussi. Fait qu'à cette heure, j'ai un band de cover avec les musiciens de Bob. Fait que ce qu'on fait après ça, c'est qu'on embarque avec Big Muff, qui est notre band de cover, années 90-2000. Mais Big Muff, là, c'est référence à la pédale? Ouais. Okay. Qui était bien populaire dans les années 90 pour les bandes grunge, un peu plus. Là, fait que c'était ça, le départ, on jouait juste du grunge. Puis et là, ben on fait, tu sais, dans le fond, les musiciens de Bob qu'on vient de voir à l'écran, qui faisaient le show avec lui à l'Impérial, ben là, sont là sur scène. Puis ils embarquent avec la dernière tune de Bob. Bref, il y a comme un enchaînement qui se fait. Puis là, le monde pogne vraiment de quoi. Fait qu'on fait ça. Fait que même ce show-là, on le sort, on va à Woodstock en Beauce, on fait une coupe de place Rimouski, on va en Abitibi, on va à Montréal. Ah ouais, avec la projection du show. Ouais, on le fait au Club Soda le 28 septembre, je pense. Okay. Je sais pas si on est quand, là, mais en tout cas, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est vraiment cool que tout ça se fasse quand même, puis qu'il y a encore des gens qui découvrent Bob Bissonnette, tu sais, même ça, puis il y a du monde qui est Christy, il avait peut-être 10 ans quand il est mort, ils sont rendus à 18 ans, tu sais, puis ils font c'était vraiment malade, tu sais, c'est cool. Si, parce que souvent notre saison commence en octobre, est-ce qu'il va y avoir d'autres dates? Est-ce que on le sait pas, ça va dépendre de l'intérêt. Y a un endroit où les gens peuvent aller regarder pour voir? BobBissonnette.com. OK, ça roule encore. Ouais, BobBissonnette.com. Pour vrai, son frère fait une méchante job. Fait que tout est là-dessus. On a passé du coq à l'âne, on était parti dans le fait de comment tu avais eu l'idée pour le docu. Ouais. Fait que à travers on est revenu au dessin à Bob, c'est ça. J'imagine qu'il y a eu un petit moment pour absorber tout ça aussi. Quand même. C'est quand que tu as eu l'idée, parce que comme t'avais planté l'idée de on avait déjà parlé avec Bob de faire un film. Comment vraiment l'idée du docu est arrivée? Ben, quelques semaines plus tard, ça n'a pas été si long. Puis pour vrai, puis là, j'attendais pour moi aussi de voir comment je faisais ça. Puis moi, c'était bien important d'en parler dès le départ, tu sais, à sa famille, à ses proches, à son meilleur chum, à ses parents, à sa blonde, tu sais, c'est-à-dire, OK, voici mon idée. Je vous en parle maintenant, ça a l'air rapide, mais en même temps, je sais que c'est un projet d'envergure un peu, puis je veux le faire à la Bob, c'est-à-dire, tu sais, je veux pas embarquer dans les subventions, je veux pas embarquer dans, tu sais, je vais le faire de mon bord, comme je pense Bob aurait aimé que ce soit fait. Fait que j'ai pris ça sur mes épaules de faire ça, de m'acheter du gear, de partir avec ma blonde avec qui je fais de la production vidéo, puis même pas, je travaille à la radio encore dans le temps. En tout cas, de partir puis de dire OK, bon ben voici la liste des personnes à interviewer, puis on part, on le fait, on va voir où ça nous mène. Tu sais, j'avais pas de ligne directrice tant que ça, de dire voici ce que je veux dire sur Bob Bissonnette. Non, ça va être garde. Je vais ramasser les témoignages. Je vais mettre ça ensemble. Après ça, je vais essayer de voir un peu la twist qu'on peut donner pour que ça se tienne puis que ce soit à l'image du gars. Fait que ça a été ça au départ, c'était de parler à la famille, puis ils m'ont tous donné leur approbation assez rapidement. Ils ont embarqué là-dedans aussi dans la production du documentaire. Fait que c'est ça. Je suis parti avec ça, puis ça a pris peut-être un an et demi ou 2 ans à temps perdu, parce qu'encore une fois, c'est pas un projet super payant sur le coup, là. Tu sais, tu le fais quand t'as le temps, tu le fais comme. Fait que par fin de semaine, les soirs, dans le jour, on part. On s'est promené quand même beaucoup. On est allé, à Gatineau avec la période olympique de Hall. On est allé à Montréal. On s'est promené un peu partout, là. Puis on a fait quelque chose de cool, je pense. Puis le résultat, ça a été au-delà de mes attentes. Je m'en fais encore parler au moins une fois par semaine
maintenant, puis c'est presque 5 ans plus tard, là, après la sortie. Fait que c'est quelque chose que tout le monde a apprécié, je pense, puis que c'est ça. Les proches m'ont tout dit que c'était ça. C'était cool. Ça a comme servi pour les proches aussi à clore le dossier. Tu veux pas, ça... Compléter le deuil, peut-être. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, c'est quand t'as une mort subitement comme ça, d'un gars aussi intense, c'est long avant de s'en remettre, tu sais. Puis, c'est ça. Ça a comme clos le dossier. Ça a permis à plusieurs personnes de faire leur deuil. Puis, c'est tellement cool parce qu'il y a tellement encore plusieurs choses qui se font au nom de Bob Bissonnette puis la fondation Bob Bissonnette maintenant, tu sais que... C'est quoi la fondation? C'est quoi la mission? C'est géré par la famille, par les proches de Bob, une fois de plus. Puis la mission de la fondation, c'est de redonner tout l'argent pour les enfants, pour les jeunes, autant du volet musical que sportif. Fait que dans le fond, des écoles qui ouvrent des écoles de musique ou tu sais quelque chose qui n'importe quoi qui touche à l'art ou à la musique et au domaine sportif aussi. Fait que c'est les deux volets, un peu comme toi dans le fond, là, oui, les joueurs de guitare qui jouent au hockey là, tu sais, c'est ça. Bon ben fait que il y a plusieurs personnes qui font appel à la fondation pour tu sais acheter rénover des locaux, ou acheter des instruments pour les enfants ou peu importe. Puis pour le sport, ben ça peut être autant du football que du soccer, n'importe quel sport. Il y avait beaucoup le hockey au départ là. Puis la seule condition, c'est d'avoir un logo Fondation Bob Bissonnette dans l'endroit qui ont bénéficié des sous, tu sais, mais c'est tout, puis c'est tellement une belle cause. Puis ça, l'argent, il la ramasse avec la classique Bob Bissonnette qui est à chaque année, qui est dans pas longtemps. Ouais. Je me suis fait inviter, en fait, par le bon Yannick Lehoux, qui est venu au podcast l'année passée à Québec. Évidemment, j'étais en spectacle, fait que je peux pas y aller. Mais on m'a dit après, c'est parce que c'est fort, là. Ah, il y a du calibre. J'ai dit, oui, comme, tous les gars NHL sont là, je suis comme, ouais, ben là. Ah, mais il y a plusieurs catégories. Ça peut regarde, moi, il y a 6 catégories, là. Je joue dans la catégorie 6. OK. Je pense qu'Yannick, il joue pas dans la catégorie 6. Fait que là, je suis comme, ouais, là, Yannick, toi, t'as joué à NHL. Non, ben, ouais, lui, il doit être dans 2 ou dans 1, là, d'après moi. Ouais, c'est ça. Mais ça passe vite, ça va. Si je vais contre Marchessault dans le coin, c'est pas moi qui va gagner, là, tu comprends? Ouais, c'est quand même impressionnant. Puis les gars sont cool, les gars sont smart. Ben oui. C'est un bel événement. Dans le fond, c'est comment l'argent est ramassé à la classique de hockey. Les équipes payent. C'est ça, les équipes payent pour participer. Puis en même temps, là-bas, ils vendent de la bière en fou. Puis il y a des événements aussi. Il y a tout le temps le volet, avec Bob, c'est toujours ça. C'est le volet sportif, mais le volet festif. Ouais. Fait que tu sais, t'as les games de hockey, mais en même temps, le soir, ben là, t'as la blonde de Bob qui, elle, gère la broche à foin, qui est un endroit en Beauce assez incroyable où l'alcool coule à flot. Fait que c'est eux autres qui gèrent le volet festif à chaque soir. Fait qu'à chaque soir, il y a des shows. Encore une fois, je joue avec mon band souvent. Tu sais, il y a des dueling piano, il y a d'autres bandes de cover. Fait que le party, il est assez intense, puis ça dure 2 semaines. Fait que ça, c'est la façon de ramasser de l'argent pour la classique. De ramasser. Pour la fondation. Tu parlais justement de closer le deuil avec le documentaire. Une affaire qui m'a marqué en checkant le docu, c'est à quel point, tu sais, on pourrait s'attendre à ce que ça soit larmoyant ou comme lourd, quelque chose, mais ses parents, qui sont encore en vie puis qui sont en santé, je me dis, bon Dieu, mais ils pourront jamais parler de leur fils qui est décédé. Mais ses parents ont l'air très, très sereins. Ce qui, comme spectateur, en tout cas, donnait était très, comment dire, un peu, c'était un peu, je cherche le bon terme, là, genre, c'était un peu apaisant de voir que ses parents semblaient, évidemment, là, c'est sûr que comme leur cœur devait être brisé là, de ça. C'est horrible, mais la manière que ses parents parlent de lui, il semble vraiment avoir un genre de, c'est quand même beau, c'est pas lourd, c'est pas vraiment, il parle de Bob avec enthousiasme, avec, c'est comme si sont quand même fiers de leur fils puis de ce qu'il a fait. Puis ça, j'ai trouvé ça cool que c'est, parce que je me disais à un moment donné, les parents, ils vont casser en deux. Puis jamais, ils sont vraiment dans un mood très, on dirait que tu vois de où il tient son espèce de bonhomie, tu sais. En même temps, là, tu parles du docu, non, il n'est pas larmoyant parce que c'est, la mort, on en parle à la fin, mais c'est pas grand chose, tu sais. Parce que la vie de Bob, c'était pas triste, là. C'était super joyeux. C'était un party. C'était le party. C'était un gars réfléchi. C'est un cabochon quand c'est le temps. C'est un gars à son affaire quand c'est le temps. Fait que c'est un peu ça qu'on montre dans le docu. Mais en même temps, là, tu l'as peut-être pas vu, mais il y a des bonus aussi au docu. Oui, j'ai vu. C'est sûr, genre 1 heure. Là, il y a la partie plus larmoyante un peu parce qu'on aborde plus le décès, le comment t'as appris, ça c'est, il est plus deep un peu, là. Mais, je pense que pour la famille proche,
la façon qu'ils ont eu de se dissocier, mais d'accepter tout ça puis d'être plus zen, c'est que t'as Roberto puis t'as Bob. Ah oui. Fait que dans le fond, quand, tu sais, son frère, il va parler de son frère ou de comment c'était quand il était jeune ou peu importe, c'est vraiment Roberto. Tu sais, ça, c'est le volet plus personnel, c'est peut-être plus dur, là. Mais quand tu parles de Bob, ben là, c'est plus le personnage, le phénomène, le gars sur le stage, c'est ça, le cabochon, tu sais, le gars qui donne des spectacles, qui se pète des pichets à la tête, tu sais, ça c'est Bob, mais vraiment Roberto, c'est plus l'ami, le frère, c'est ça. Fait que le fils. Ouais. Fait que je pense ça c'est le volet qui permet à ses parents de bien, en tout cas d'être capable d'en parler comme ça. Puis en même temps, je pense que de capter aussi tout l'amour des gens pour leur fils, parce que c'est quelque chose de le fun aussi, là. Ouais. Puis ses parents sont très impliqués dans la fondation. Fait que de voir que ça sert à quelque chose, que ça redonne aux suivants. Ses parents sont des gens super généreux, super avec des bonnes valeurs, des gens très croyants, là. Fait que, tu sais, de voir ça, je pense que ça les aide aussi, tu sais, à faire leur deuil. Même si c'est l'affaire la plus épouvantable au monde de perdre un enfant, là. Mais de voir que il y a des gens, maintenant encore, 8 ans après sa mort, qui sont autant interpellés par Bob Bissonnette, puis sont autant attachés à lui, qui propagent sa musique, qui propagent, tu sais, ça, il vit encore au travers de tout ça, là. Oui, complètement. C'est drôle en plus parce que ses parents sont tellement réservés, puis comme super comme, tu sais, le petit, c'est très petite famille. Propre. Ça, c'est son frère et sa sœur sont très relax. Tu t'attendrais à ce que ça soit complètement punk, mais non. Là, non, vraiment. Puis Bob était un peu de même aussi dans la vraie vie. Tu sais, il y avait le personnage sur stage, mais comme il explique, on explique un peu dans le docu aussi. Tu sais, Bob, c'est toujours pas fait des personnages, mais en même temps, il trouvait le moyen de réussir ou de se démarquer. Comme exemple au hockey, tu sais, c'était pas le plus rapide. Puis à un moment donné, il a dit, bon, ben, regarde, Christy, je vais me battre. Tu sais, je vais aller à la guerre pour mon club. Je vais me rendre indispensable avec mon attitude, mon caractère. Puis, tu sais, je vais amener quelque chose d'autre à l'équipe qui va faire que ils peuvent pas se passer de moi. Ouais. Fait que c'est ce qu'il a fait. Puis c'est ce qui a fait que, je pense encore à ce jour, il est 10e joueur le plus puni dans l'histoire de la LHJMQ, tu sais, parce que, bon, à une certaine époque, les bagarres étaient moins mal vues, mettons. Ben là, ils sont carrément bannis maintenant. Ouais, c'est ça. C'est junior majeur. Ça veut dire qu'il va rester 10e jusqu'à la fin des temps. Je pense bien que oui, là, parce que ça prendrait des gars qui fassent beaucoup de cross-checks, sinon. Là. Ouais, c'est ça. C'est presque impossible. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ce qui a fait au hockey qui s'est comme démarqué avec ça. Puis même chose en musique, tu sais, c'est pas le plus grand chanteur, c'est pas la voix d'or, tu sais, il donne un show, il se démarque, il s'est vraiment créé un personnage qui reste lui quand même, tu sais, c'est lui, mais fois 1000, là, tu sais, quand tu le regardes sur le stage, là. Fait que il donnait des shows, tu sais, c'est ça, de plus en plus spectaculaires. Là. Mais dans la vie, il y avait un côté lover avec sa blonde. Ah ouais, tout à fait, d'être plus tranquille à son affaire, puis tu sais, d'avoir la paix. C'est peut-être les bouts les plus, tu sais, un peu plus, je vais pas dire parce que tout est touchant, mais plus émotif, c'est sa blonde évidemment, là, qui a encore la broche à foin d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Puis elle, c'est une femme d'affaires, tu sais, incroyable. Puis la broche à foin, c'est drôle parce qu'on en parle, c'est à Scott en Beauce, c'est une grange, ok. Ouais. Mais c'est un endroit vraiment festif. Ça fête ses 10 ans cette année. Puis c'est un endroit que c'est grâce à Bob, encore une fois, parce que c'est lui qui a dit à sa blonde, hey, on pourrait, il était à San Diego dans un bar de dueling piano. Puis il a fait, hey, il faudrait faire venir ça dans ta grange, tu sais. Puis elle a dit, ouais, ça n'a pas rapport des pianos à queue dans une grange. Mais c'est ça qu'ils ont fait. Fait qu'ils ont, tu sais, c'est Bob qui est allé parler au pianiste, il a dit, hey, il s'est dit, ok, il était chaud raide, mais il dit, je vous invite au Québec, venez faire un show. Le pianiste, il n'y a aucune espèce d'idée, c'est où? Adam, exact. Et qui est dans le documentaire. C'est ça, puis qui est toujours là, à broche à foin, c'est un méchant bon gars. Et Adam, il s'est envenu à Scott en Beauce, en sachant pas tout qu'est-ce qu'il l'attendait. Puis 10 ans plus tard, il vient encore ici plusieurs fois par année faire des shows de dueling piano dans cet endroit magnifique qui est la broche à foin. Fait que c'est grâce à Bob, ça a starté. Bref, puis il y a encore cette espèce d'aura là que c'est ça, c'est festif, puis c'est juste du fun, juste des moments le fun avec du bon monde, avec une belle gang. C'était surtout ça, Bob. C'était un aimant à bon gars, je pense, ou à bonne personne, bon gars, bonne fille, peu importe.
C'était un aimant à ce monde-là. Fait que c'est ça. C'est du bon monde qui continue à faire quelque chose de cool. Là. Comment va sa blonde aujourd'hui? Elle va super bien, Marie-Pierre. Je pense qu'elle elle va très bien. Puis c'est pas le genre de personne à parler publiquement de toutes ces affaires-là, mais non, je pense qu'elle s'en sort très bien. Puis elle est super bien entourée aussi. Là, fait que, super. On parlait de justement le docu, tu as commencé à ramasser dans le fond du footage un petit peu à temps perdu, à aller te promener, tout ça. Tu disais justement, tout avait, parce que tu sais, écrire un film, c'est une chose, écrire une fiction, mais écrire du documentaire. Toi, tu t'es dit, je vais ramasser du footage, puis après, je vais voir où ça va me mener. Tu sais, c'est ça, j'ai pas... C'était moins écrit, là. Non, j'avais pas de plan précis j'avais quelques lignes, tu sais, je savais bien là qu'est-ce que les gens allaient me dire quand je les avais en entrevue, mais en même temps, je voulais pas moi forcer un angle où aller avec ça. C'était plus on ramasse, puis après ça, on va voir jusqu'où ça peut mener, puis que ça soit pertinent aussi, plus possible du début à la fin, tu sais. Puis moi, c'est la première fois que je faisais un projet de telle envergure là, fait que tu sais, je voulais que ce soit intéressant quand même. Le plus possible pour les gens qui le connaissaient, mais les gens qui le connaissaient pas aussi, tu sais, c'est de le faire connaître au maximum de gens. Fait que ce soit divertissant, là. Qu'est-ce qui t'a surpris, mettons, dans tout ce que tu as accumulé, tu sais, par rapport peut-être à ce que tu t'attendais à récolter comme information? Est-ce qu'il y a des trucs que tu fais, mon Dieu, il y a vraiment quelque chose qui remonte à la surface que tu peux pas pour vrai, là, pas tant que ça. C'était exactement peut-être ce que tu pensais que c'était pas mal. J'avais pas tant de surprises que ça, vraiment. Ça a juste vraiment confirmé, en fait. C'est ça. Tu sais, même le défi, c'était à un moment donné, c'était de bâtir ça, puis de ramasser les témoignages de gens. Ils disaient tout un peu la même affaire, là, tu sais. Bob était tellement intègre avec tout le monde, il avait la même personnalité avec tous ces gens-là, que tout le monde disait quasiment les mêmes mots dans le même ordre en parlant de lui, là. Fait que rendu là, bon, ben, c'était là, le défi devient faire autre. Une trame narrative, mais avec des gens où tu rendu là, tu prends les personnes que là, qui ça sort de la meilleure façon ou qui ont le lien le plus proche avec lui à cette période-là. Fait que c'était plus ça, là. Mais non, j'ai pas eu tant de surprises que ça, vraiment. Je comprends. Ouais. C'était quoi le plus gros défi dans le... Tu sais, à part vraiment le temps puis tout ça, mais tu sais, tu sais, quand tu cherches du footage, des photos, c'était quoi les défis? En fait, le plus gros défi dans la réalisation du documentaire que tu ne savais pas avant de le faire? Défi... Ben, tu sais, c'est sûr que la période musicale, j'avais tellement de stock, c'est ça. Il y avait beaucoup de photos, j'avais beaucoup d'images de ça. La période hockey, ben là, il n'y avait pas de téléphone intelligent dans ce temps-là. Fin années 90, début 2000. Fait que tu sais, il n'y avait pas tant d'images que ça. Les seules images que j'ai pu me servir quand je jouais junior majeur, ben c'est des images d'RDS ou de TVA ou Radio Cannes. Est-ce que c'est facile à obtenir? Ben c'est facile, mais il faut payer. Tu sais, rendu là, ça coûte quand même cher. C'est des milliers de dollars. Ah ouais, vraiment, vraiment. Parce que là, tu payes pour qu'ils retracent tout ça. À cette heure, ils sont pas mal tous équipés avec des bons systèmes de recherche quand même. Tu sais, ils peuvent te dresser une liste. Puis après ça, tu regardes ta liste, tu dis OK, ben ça m'intéresse, ça m'intéresse. Dans ce cas-là, moi, je voulais comme passer à côté de rien. Tu sais, moi, je suis genre à vouloir trop tout, puis après ça, on coupera. Ouais. Fait que là, bon, ben, let's go, on achète tout. Je sais plus, je dis n'importe quoi, ça a coûté 4, 5, 6 000, 10 000, je sais plus, là. Mais tu sais, ça coûte quand même assez cher pour l'avoir. Et après ça, ben, c'est parce que là, tu payes pour tes droits de diffusion aussi. Qu'est-ce que tu entends par si, mettons, j'utilise un 30 secondes de RDS, bon, ben là, ça coûte tant par seconde que tu utilises. Donc, pour les droits de diffusion. Tu dois payer pour les avoir d'une part, et après ça, ce que tu utilises, tu payes. C'est ça. Fait que là, rendu là, si j'ai le choix entre une image de quelqu'un un peu boboche qui a filmé, ou là, j'ai le stock qui a été diffusé par RDS, ben je décide laquelle que je veux, mais il y en a une qui me coûte cher, puis l'autre, elle coûte moins cher. Ouais. Mais tu sais, moi je trouvais ça important, puis la famille de Bob aussi, tu sais, quand je dis qu'ils ont aidé à produire, ben c'est ça, à un moment donné, il y avait tellement de coûts pour les droits d'utilisation puis de diffusion. Puis encore une fois, là, t'embarques dans quelque chose que t'as les droits, tu sais, t'as les droits sur le territoire canadien ou le territoire international ou pour une durée d'1 an, 5 ans ou à perpétuité, tu sais. Fait que là, rendu là, bon, ben, let's go, on y va en ligne, puis ça ne tentera pas de rouvrir ça à chaque 2 ans, là. Fait qu'on paye on a les droits pour à perpétuité partout sur la planète, puis c'est ça. Génial. Fait que ça a été ça pour les droits de diffusion, surtout pour la période hockey. Période musicale, j'en ai un petit peu, mais pas tant que ça. Sinon, le plus gros, ça j'y tenais. L'affaire la plus compliquée qu'on a eu à faire, c'est que dans le docu, on a une chanson d'Elvis Presley qu'on utilise.
Fait que ça, encore une fois, pour utiliser une chanson d'Elvis dans un film, c'est pas super évident à faire. Fait que là, bon, ben tu passes par c'est ça, la maison de disques, après ça, les droits d'édition, les droits d'auteur, t'as des coûts associés à ça, mais là, bon, ça reste que c'est un film en français, fait que ça restreint un peu le marché, fait que là, on paye pas des millions, là, mais tu sais, c'est quand même un bon montant. Mais ça, j'y tenais d'avoir cette chanson-là à ce moment-là dans le film, fait que c'est quoi la chanson d'Elvis? C'est Can't Help Falling in Love. Et puis c'est un moment où justement sa blonde elle parle de la dernière soirée qu'ils ont passé ensemble à la broche à foin. Voilà. Puis encore une fois, c'est un moment bizarre parce que ça tombait une fin de semaine fériée, une fin de semaine de 3 jours pendant la fête du travail. Puis toute la gang de Bob était à cet endroit-là ce soir-là. Fait que tu sais, il a pu voir toute sa gang de prendre des shooters, de la bière avec tout le monde, d'avoir vraiment un maudit beau moment à la broche à foin avec toute sa gang. Puis là, ben c'est ça, à la fin de la soirée, sa blonde, elle explique qu'ils ont passé du temps ensemble, puis que là, quelqu'un a mis une toune, puis ils se sont mis leur toune préférée, puis ils se sont mis à danser les deux tout seuls, tu sais, dans la cuisine, dans le salon. Puis c'était ça la toune. Fait que là, c'est là que je voulais moi avoir la toune parce que c'est ça que ça prenait. Fait que c'est ça, on a payé pour avoir du Elvis. Et on a eu Elvis. Avec les évidemment les archives, c'est une chose, les droits musicaux, mais aussi le making of, ce que ça coûte faire au total. On parle d'un budget de combien exactement pour faire ce film-là, tu sais? C'est tellement difficile à dire parce que j'ai jamais compté mes heures, tu sais, en plus, c'est ça, tu sais, j'ai les coûts. Tu sais, ça a coûté 2 caméras, puis de l'éclairage, puis 2 micros, là. Tu sais, sinon, tu sais, en temps, c'est impossible à évaluer, là. Impossible, là. Puis la famille à Bob, eux, ils tenaient à t'aider là-dedans pour la réalisation c'est ça. que ça Les se autres, fasse. ils ont donné un coup de main pour les... c'est ça, pour, mettons, de base, acheter des affaires, tu sais. Puis après ça, ben, c'est eux autres qui se gardent tout ce qui est... Une fois que le film est sorti, là, c'est eux autres, c'est des entreprises... ça s'appelle les entreprises Bob Bissonnette. Là, ça, c'est vraiment le volet... commercial, tu sais, album, tout ça, c'est encore les entreprises Bob Bissonnette qui gèrent ça. Fait que c'est eux autres qui ont le gros pourcentage sur tout ce qui entoure le docu. Fait que ils ont ramassé des dépenses, mais ils ramassent le gros des profits aussi, là. Puis c'est correct de même, là. Ben oui, c'est ça. T'as fait comme ta BA. Ben ouais, vraiment. C'est un projet qui me tenait à cœur. Puis c'est ça. Moi, rendu là, je suis content de la visibilité qu'il y a. Parce que c'était quoi le but avec le documentaire, dans le fond? C'était quoi que tu à base, accomplir? là, c'était vraiment, je pense, c'était vraiment une thérapie pour moi. Première affaire. Parce que veux pas, moi, tu sais, j'ai fait tous ces clips, j'ai fait tous ces projets vidéo, il y en avait beaucoup dans les 6 ans intenses que Bob a fait de la musique. Fait que tu sais, j'avais tout le temps sa grosse face dans mon ordinateur à faire du montage, puis avoir des idées, des projets avec lui. Fait que tu sais, il y a pas eu beaucoup de temps mort là parce que c'est ça, tu sais, il est parti puis pas longtemps après, son frère m'a approché pour des petits trucs aussi parce que de son côté, lui, il veut faire perdurer ça aussi. Fait que, tu sais, ils ont sorti des vinyles. Ils ont fait, tu sais, des petits trucs de plus. Tous des projets que Bob avait en tête, mais qu'il n'a pas eu le temps de livrer. Bon, mais là, c'est son frère qui s'en occupe, puis qui garde toujours ça en tête, d'essayer de continuer ce que Bob voulait faire. Fait que, moi, c'est ça. Ça n'a pas été long que je me suis relancé là-dedans, puis j'ai continué d'avoir sa grosse face dans mon ordinateur à faire du montage pendant des mois et des mois. Puis encore maintenant, parce qu'il y a tout le temps d'autres projets qu'on a vraiment cool. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas eu tant que ça l'occasion de faire mon deuil parce que j'ai encore des projets tout le temps avec Bob ou pour sa carrière ou peu importe. Fait que, Est-ce que tu sens que ça t'a aidé à faire? Ouais, vraiment. Oui. Le documentaire. Ouais, ça a aidé. Puis, mais j'étais tellement content de l'accueil de ça parce que, tu sais, c'est ça, on l'a sorti lors du festival de film de la ville de festival de cinéma de la ville de Québec. Ou d'autres, tu sais, quand tu y penses, là. Ouais. À Québec pour sortir un documentaire sur Bob Bissonnette. Puis c'était quand même cool de le faire dans un événement reconnu comme ça. Puis en même temps, on l'a fait aussi au Stade Canac où les Capitals jouent au baseball ici à Québec. Il y avait 7000 personnes pour un lancement de documentaire. Sur Bob Bissonnette à Québec. C'est fou, là. C'est vrai, tu sais, il y avait 1000 personnes à Place Diouville, puis en même temps 7000 personnes au Stade Canac. Ça fait 8000 personnes le même soir. Bon, on se faisait traiter un peu de cave parce qu'on aurait pu l'envoyer au cinéma puis on aurait eu 8000 personnes de plus qui auraient été le voir en payant 10$, là, mais c'est pas ça qu'on a fait. Puis on voulait faire un événement à la Bob Bissonnette. Ouais. Fait que vraiment sur le terrain de baseball, tu sais, puis
encore une fois, c'était fou, là, c'était plus grand que nature, tu sais, louer des écrans à LED en fou, tu sais, un kit de son, ce qu'il y a pas dans un stade de baseball, d'accueillir autant de gens sur le terrain. Là, c'était débile parce que ça prenait des sorties de secours. Il a fallu payer des milliers de dollars pour faire des escaliers qui grimpent par-dessus les clôtures s'il arrive quelque chose. Ouais. Tout ce qui se peut pas, on l'a fait parce que c'est ça. Parce que Bob, il aurait voulu que ce soit fait de même. Fait qu'encore une fois, c'était à son image. Fait que la première du documentaire, devant 7000 personnes dans un stade de baseball, c'était malade mental. Puis après ça, ça a été au cinéma pendant plusieurs semaines, un peu partout au Québec. Puis après ça, ça a été TVA Sport qui l'ont pris. Fait que tu sais, c'est cool. Fait qu'il y a eu une distribution en salle. Ouais, aussi, vraiment. Okay. Une cinquantaine de cinémas qui ont embarqué. Il y a certains marchés. C'est sûr que ça a duré moins longtemps que dans le marché, mettons, de Québec ou de Trois-Rivières. Mais ça a permis à plusieurs personnes encore une fois, de le découvrir ou de le redécouvrir ou d'apprendre des choses un peu, tu sais. Puis c'est cool parce que tu me demandais si j'avais appris plein d'affaires. Moi, pas tant que ça, mais en même temps, je pense que toutes les autres, ils ont tout appris de quoi? Parce que toute sa gang du volet musical, ils connaissaient pas vraiment l'aspect hockey. Puis tous ces chums de hockey connaissaient pas tant que ça l'aspect musical. Fait que de regrouper tout ça ensemble, ça a fait que tout le monde a appris de quoi dans le documentaire. Fait que ça, je suis bien fier de ça. C'est quoi le feedback, tu sais, je veux dire, le film a eu sa vie, là, tu sais, c'est-à-dire en salle, sur le web. C'est quoi les commentaires, compliments que tu t'es fait dire par rapport au film qui t'ont le plus touché depuis sa sortie? Colin. Moi, ce que je trouve cool, c'est que comme t'as dit tantôt, tu sais, c'est pas larmoyant, c'est pas les gens. Je pense que les gens embarquent, puis ça rit, puis ça... Oui, tu peux avoir une larme ou deux, là, surtout vers la fin, là, tu sais, mais sinon, ça reste festif, puis ça reste, je pense, à l'image du gars le plus possible. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose qui aurait été fier, puis tu sais, des fois, j'avais une idée, puis j'étais c'est sûr qu'il me dirait, une idée de marde, fais pas ça, tu sais, fait que je le faisais pas, parce que c'est ça. Tu sais, dans le fond, il y a un moment dans le film où je me dis, là, ça, il aurait peut-être été plus gêné de le montrer, mais je trouvais ça important. Puis c'est quand il est allé faire les auditions de La Voix. C'est ça, à l'époque. Ouais. Puis, tu sais, le film commence comme ça aussi. C'est lui qui se filme dans son char en train de dire... Parce qu'il sentait, tu sais, qu'il fallait qu'il justifie s'il avait passé les auditions de La Voix. Fait que, tu sais, il me l'avait juste envoyé à moi, là, sur mon téléphone, à un moment donné, ça arrive. Je savais même pas qu'il faisait ça. Puis il m'envoie ça, il dit, garde ça en backup. Si ça sort aussi, il y a du monde qui chiale, on pourrait dire que... J'avais prévu que ça, puis voici comment je l'explique, tu sais. Puis dans le fond, c'est qu'il parle à ses fans, puis qu'il dit gars, je m'en vais faire les auditions de La Voix. Juste parce que ça serait bon pour moi si je me rends à TV, puis je peux chanter une de mes tunes devant, tu sais, 1 million de personnes. That's it. Mais s'il faut que j'aille là, puis que je me dénature, puis que je sois obligé de faire une tune de Patrick Normand, tu sais, je le ferai pas. Ouais, il semble dire si je suis pris, je le ferai pas. Ouais, je veux juste faire l'audition. C'est ça, je veux juste chanter une de mes tunes à TV. Point. Voilà. Puis même quand il était allé passer les auditions, tu sais, il était je pense qu'ils l'ont fait, il était pas tant que ça au travers de tout le monde là, tu sais, il y avait un petit corridor en arrière pour qu'il puisse tu sais, se faufiler puis faire l'audition puis sacrer son camp après, tu sais. Fait que c'était pour ça qu'il avait fait les auditions de La Voix, sauf que là, moi, ça m'a toujours tracassé. Là. J'avais jamais vu ces tapes-là. Puis là, après avoir parlé aux productions, c'était Production J, Déferlante, en tout cas. Puis finalement, j'ai eu accès à ça. Encore une fois, il faut payer, mais j'ai eu accès à ces images-là qui étaient un peu, quand même un peu malaisant. Là, mais tu sens qu'il est pas à l'aise. Non, il est pas à l'aise, pas en tout, là, tu sais, puis il fait son bout de toune, il donne tout ce qu'il y a, puis après ça, c'est beau, merci, salut, bye. Ouais. Puis la guitare, ils font juste brancher une guitare dans, il y a pas d'effet dans la guitare. Non, c'est dans pas la face, mixé, c'est comme c'est ça. Tout est là. T'es comme, c'est tough. C'est t'entends Stéphane Pote comme merci, bonne chance, Roberto. T'entends juste sa voix. Ça, c'est le bout un peu plus malaisant que là, je fais, peut-être ça, il l'assumerait pas, mais. C'est le fun de, tu sais, je veux dire, on voit assez de footage de lui qui boit de la bière, fait que de voir ça l'humanise aussi, peut-être. Ouais, vraiment. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis il a fait ça longtemps aussi, Bob. Là, on dit c'est gros, puis il a fait des grosses scènes, mais tu sais, faire même avant de faire des shows, là, juste de jouer de la guitare tout seul d'une chambre de hockey pour des gars, tu sais, après leur game de hockey de ligue de garage, je te donne
$100, viens faire 2 tunes, tu sais, puis il arrivait là, puis tu sais, il a fait ça beaucoup, Ouais, là. ouais, Ça a ouais. été ça le build-up de sa carrière, tu sais, c'est d'aller chercher ses fans un par un dans les chambres de hockey un peu partout, puis c'est de même que ça a commencé. Fait que, Il semble dire quand même c'est Claude Julien, à un moment donné, il raconte Ouais. qu'il a dit amène ta guitare, tu sais, à l'époque des Olympiques, tu sais, on va faire des tunes dans un truc de team Ouais. building, mais je pense que c'est ça aussi qui est vraiment intéressant pour Bob Bissonnette, pour les gens qui le découvrent à travers le documentaire, c'est à quel point tu sais, c'est une affaire qui marchait très fort en région, mais qui était un peu snobée en ville. Il y avait vraiment un gros fanbase. Je pense aussi le côté doer de Bob, là, on le fait, ok, telle affaire, va chercher les gars, appelle Robert, appelle lui va appeler Julie, qui va appeler Marie-Pierre. En tout cas, bref, on va s'arranger. Il y avait un côté, regarde, je suis pas le plus grand musicien au monde, mais c'est pas ça qui est important, c'est qu'on ait du fun. Puis il les a fait ses albums, il a fait ses vidéoclips, il a fait ses tournées. Je pense le côté décomplexé aussi. Tu sais, je pense que je pensais à ça, tu sais, d'un point de vue d'artiste, de comme, tu sais, il y a tout le temps toutes les raisons du monde vont être là pour ne pas faire quelque chose. Ouais. Pour les mêmes raisons que tu avais toutes les raisons de ne pas faire un documentaire. Ça va me prendre du temps, j'ai pas l'argent, personne n'a l'argent. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Non, on va le faire quand même. Parce que sinon, à quoi bon vivre? Non, mais c'est vrai. Fait qu'il y a comme cette affaire-là que Bob a de, garde, on le fait. Puis, je pense que si, mettons, tu sais, il y a des artistes qui sont probablement exponentiellement plus talentueux, mais s'il y avait le 1 millionième de sa drive, tout l'écosystème culturel québécois s'en porterait mieux, là. T'as bien raison. Puis, ce que je t'allais dire pour autre affaire, c'est, tu parlais de la voix, son côté marketing aussi. Il y avait ça, Bob, quand même, hein. Tu sais, le côté, tu sais, la merch, les vidéoclips, il y avait sa recette quand même avec les caméos. Tu sais, Logan Couture joue dans le vidéoclip en Suisse. Là, ouais. Évidemment, il sait pas du tout qu'est-ce qu'il fait là, puis il a pas l'air content d'être là, mais je veux dire, il y a comme il y a des joueurs de hockey dans les trucs, il y avait des caméos, il y avait toujours des chorégraphies. Il y avait un côté quand même, il savait développer la brand. C'est ça. Bob Bissonnette, tu sais, puis derrière les allures de, oui, le personnage boit puis aime ça brosser, mais il y a quand même un plan d'affaires. Ouais. Puis exact. tu voyais avec ses parents d'où ça partait, l'organisation, combien ça va coûter, comme, tu sais. Tout ça, c'est intéressant quand même. C'est ça. De se faire un plan sur papier, là, ça, c'était Bob, là. Puis d'y penser, puis de twister ça d'un bord puis de l'autre, puis de changer d'idée, puis, mais, comme tu dis, de le faire. Juste, puis, tu sais, de sortir de la zone de confort, là. Maintenant, c'est de louer, encore une fois, parce que c'est lui qui l'avait autoproduit, de louer le Palais Montcalm ici à Québec. Puis de faire un show avec des vingtaines de violonistes qui sortent des partitions de ses chansons, puis faire ça, puis là, de demander un dress code aux gens, tu sais. Il voulait que les gens arrivent tous là, habillés, tu sais, chic, puis tout, puis c'était malade, là. Puis encore une fois, c'est ça. C'est du grand Bob. Puis, tu sais, la merch. Je parle de la merch, là, il y a encore plein de gens qui se promènent avec des items de Bob Bissonnette, puis à l'époque, tu sais, ils partaient en tournée un peu partout au Québec, puis tu sais, les gars, c'est ça, OK, non, cet ampli-là, tu vas prendre un ampli plus petit parce qu'il faut qu'on rentre 2 boîtes de plus pour vendre des t-shirts, là. Parce que, tu sais, on fait l'argent en vendant des t-shirts. Puis on veut que c'est ça, c'est l'image qu'on donne, qu'on a, puis fait que c'était fou quand même. Tu sais, il y a plein, c'est ça, il y a plein de bons artistes, plein de bons bands québécois, mais ils ont, tu sais, moi, du monde avec des, mettons, je sais pas, moi, j'adore Carquois, tu sais, mais tout tant que ça de monde avec des t-shirts de Carquois qui se promènent, tu sais, il y a tellement de bons artistes, tu sais, mais que ils ont pas cette visibilité-là ou le sentiment d'appartenance que... Le sentiment de communauté, c'était ça. C'est pratiquement... Il y aurait un argument à faire, c'est un anglicisme, ça se dit pas, mais il y aurait un point à faire que, dans le fond, ce que Bob vendait, d'une certaine manière, c'était un sentiment de communauté plus que de la musique. J'irais jusqu'à dire que c'était presque une invitation au party, puis la musique, c'était un prétexte pour se rassembler, puis prendre un coup, puis avoir du fun, tu sais. Ultimement, tu sais. Fait que, puis c'est cool, tu sais, c'est ça que lui faisait, c'était ça son talent. À Bob. Il y a un bout dans le documentaire, on parle de quand même il y a quand même un certain following en Suisse, étonnamment. Est-ce que le documentaire a été montré en Suisse? Il y a... Pas officiellement. Il n'y a pas eu de projection officielle là-bas. Il est disponible parce que le documentaire est toujours sur Vimeo. Fait qu'il est disponible là-bas. Il y a quand même des locations là-bas. Mais non, il n'y a pas eu d'événement en tant que tel pour ça. Mais oui, il y avait quand même un bon petit fanbase qui s'était monté au fil des ans parce qu'il a fait...
Il a commencé encore une fois en allant en Suisse. Je pense qu'il était tout seul avec Will. Il était deux, en fait. Après ça, on y va. Ils sont allés à 3. Après ça, le full band, puis louer des salles, puis jouer devant 1000 personnes. Puis, Il y avait même une version, ça me ferait, une version adaptée pour les enfants de son spectacle. Ouais. Exact. Ça, il a fait ça même. C'est quoi, il changeait-tu les paroles? Oui, ben, surtout de Chris Chelios. Parce que Chris Chelios reste une tune que les kids, là, ils écoutent. C'est fou parce qu'ils écoutent, c'est ça, dans la chambre de hockey, beaucoup de Bob Bissonnette, puis grâce à cause des parents. Puis c'est ça. Fait qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de pression, Bob, pour faire des spectacles pour les enfants. Ouais. Il était là, ouais, mais mon show est pas tant que ça adapté aux enfants. Mais en même temps, Bob étant Bob, il dit OK, on va le faire, mais tu sais, on va adapter certaines paroles. Fait que c'est ça, tu sais, le mot pénis devenait le mot réglisse. C'est ça. Ouais. C'est ça, j'allais te demander par quoi il changeait pénis. Ouais, réglisse, c'est voilà. Fait que tu sais, il y avait des petits ajustements comme ça. Fait que c'est ce qu'il faisait dans ses spectacles. Le Bobby Broccoli Show. Ah ouais, il y avait Bobby ça. Broccoli. Ouais, ça ressemble à Bobby Barry, là. Ah oui, c'est ça. Et Bobby Broccoli Show. Fait que ça, il l'a fait quelques fois, puis il l'avait entre autres fait en Suisse. Fait que c'est ça. Puis c'était bien populaire. Encore une fois, avec de la merch adaptée, tu sais, puis tout Pour les était enfants. pour, c'est ça. Wow, j'adore les déclinaisons de sa brand. Qu'est-ce que je vais te demander? Ah oui, je vais te demander, c'est quoi ton meilleur souvenir personnel avec Bob? Hey, ça, là, c'est tough. C'est vraiment tough. C'est sûr que de partir tout seul avec lui en char pour se ramasser, je sais pas, moi, à Saint-Anne-de-la-Pérade, faire un clip, tu sais, c'est des moments le fun. Mais en même temps, tu sais, je disais tantôt que j'avais des bands, je jouais de la musique aussi, fait que c'est arrivé plusieurs fois que je fasse des shows avant lui ou après, ou tu sais, par exemple, j'avais un bout de temps, j'avais un band d'hommage à The Offspring, puis j'avais un autre, en tout cas, avec Isabelle Desjardins, qui a fait musique plus longtemps. Qui est la blonde maintenant, À David. Ben oui. Puis Isabelle chantait dans mon band. Fait que, tu sais, souvent, on ouvrait, puis là, mettons, Bob jouait dans le milieu 2 heures non-stop, puis après ça, on fermait après avec un autre band. Des shows de 8 heures. Ouais, puis c'est tout des shows wet. Tu sais, la première partie était correcte, mais après le show de Bob sur le stage, c'était une patinoire, là. C'était juste de la bière partout, ça glissait, quel crif, puis c'était assez intense. Et un des beaux moments, je pense, que c'était après un show comme ça avec Bob, où là, il fait sa rockstar, il est acclamé, il y a du monde partout, il leur fait faire ce qu'il veut, c'est vraiment intense, c'est un festival, il y a 3000 personnes, c'est gros, c'est fou, là. Puis c'est un très bon show. Puis après ça, là, il se ramasse backstage, dans la loge, je suis tout seul avec lui. Mais là, lui, il est pas sur un high de hey, c'était hot, j'étais bon, le monde a capoté, c'était malade mental. Non, c'était comme, on est assis les deux, on prend une bière, puis là, il me jase, là, vraiment, puis là, il dit, OK, hey, parle-moi de toi. Parle-moi de toi. Hey, tes enfants, comment ils vont? Tu fais ça, tu sais, il veut se regrounder tout de suite. Tu sais, il veut pas se faire dire qu'il était hot, il veut juste se faire dire, hey, parle-moi de toi, tu fais ça, ah ouais, cette semaine, tu fais quoi? Il veut se faire grounder tout de suite, puis il est vraiment terre à terre. Il est chaud un peu, mais tu sais, il est vraiment, c'est ça. Puis ça, c'était Bob, là, de s'informer, tu sais, c'est ça. C'était plus important de lui s'informer de moi que moi. J'avais juste envie d'y parler de son show qui était hot, puis telle affaire, c'était malade, puis la fille qui a fait ça, puis c'est pas ça qu'il veut entendre. Il veut juste se regrounder. T'es capable de faire la distinction entre le showbiz puis la vraie vie. C'est ça. Fait que ça, c'est ça. C'est du grand Bob. Là. Puis ça, c'est des beaux moments. T'as-tu une tune préférée de Bob Bissonnette? Ou en tout cas, un top 3, top 5? C'est dur à dire. T'en écoutes-tu encore? J'en écoute pas tant, honnêtement. J'en écoute pas tant que ça. Parce que ça tente pas. Parce que. Mais tu sais, en même temps, quand ça joue à la radio, j'ai tout un petit sourire en disant, si, tu sais, si tel poste, il te jouait pas quand t'étais en vie. Ah oui, c'est ça, c'est. C'est-tu parce que ça te déprime d'écouter du Bob ou? Non, pas tout. Non. Je sais, j'ai mes tunes préférées. Il y en a que, tu sais, il y en a à la base que c'était pas des tunes que j'aurais écoutées dans mon char. Non, c'est ça. Mais sinon, tu sais, Toune de bière, c'est une chanson que j'aime beaucoup, que même nous autres, tu sais, avec mon band maintenant, avec les musiciens de Bob, on n'en joue pas tant que ça du Bob, mais celle-là, on l'a fait, puis ça reste la chanson presque la plus rassembleuse du show, tu sais. Puis on joue des tunes hyper connues de bands, des méga bands, là, mais tu sais, on finit avec cette tune-là. Puis là, c'est comme, tout le monde est, tu sais, devient... les gens la connaissent. Ouais, les gens la chantent, les gens se rassemblent. Ça amène à un mode vraiment, vraiment différent.
Mais non, j'ai une couple de tunes que tu sais, moi j'accroche mes patins, c'est sûr que ça mène une autre perspective. L'ultime métaphore. Ouais, c'est Ouais, ça. vraiment là, tu sais, puis c'était une bonne tune au départ, puis ça a comme pogné une autre twist après, tu sais, puis c'est ça. Mais ça me fait sourire quand même que la musique passe à la radio maintenant. Puis c'est parfait de même. Tant mieux. Puis c'est crime. Tu sais, veux pas, j'ai 2 disques d'or dans mon bureau grâce à Bob Bissonnette. Là, tu sais, je pensais jamais un jour, tu sais, comme j'ai fait 20 ans que je joue de la musique, puis c'est pas à cause de mes bandes que j'ai des disques d'or. C'est combien de disques d'or? C'est 40 000 là, maintenant. 40 000 exemplaires vendus. Puis avec le streaming, je veux pas dire de merde, là, mais faut que tu sois streamé, je sais pas combien de fois pour équivaloir à, je pense que c'est 7 fois pour équivaloir à un album ou quelque chose de même, là. OK. Puis, dans le fond, c'est pour ses albums? C'est pour le premier album puis le deuxième. Fait qu'il y a Rockstar, le troisième, qui est sur le bord de l'avoir en disque d'or aussi. Puis même l'album live du show de l'Impérial qu'on a filmé, il est sorti aussi en version audio seulement. Ben, version CD, DVD. Il y a encore 3-4 personnes qui ont des lecteurs DVD en 2024. Puis j'en fais partie. Au chalet. Mais c'est vrai. Mais des fois, on se retrouve avec... on a une collection de DVD, on sait plus quoi faire avec. C'est ça, toujours c'est moi qui les achète tout le temps. Au Rossi. Fait que ça, il est sur le bord aussi d'avoir un disque d'or avec ça. Fait que ça, c'est quand même fou que, tu sais, 8 ans après sa mort, juste 3 albums, mais que, c'est ça, tout vend encore, tout marche encore. Tu parlais du streaming, ça marche encore en fou. Tu sais, il y a bien du monde de l'industrie qui me disent, tu sais, 99,9% des artistes au Québec aimeraient ça avoir le 1/10 de ce qu'ils vendent encore aujourd'hui, tu sais. Puis encore une fois, pas de maison de disques, puis pas de booking, pas d'agence, rien. Fait que c'est fou, c'est comparable un peu à des artistes country, tu sais, des fois ils sont très populaires. Plus underground, mais que c'est ça, c'est vraiment populaire. Qu'est-ce que t'aimerais que les gens se souviennent de Bob? Qu'est-ce que tu veux qu'il reste, l'héritage, tu sais, qu'on se souvienne, que les gens du public, puis qu'est-ce que tu veux qu'on apprenne de toute cette histoire-là, tu sais? Ouais, ça c'est cool parce que c'est quelque chose que j'avais pas prévu quand j'ai fait le documentaire, puis que c'est une twist que les gens ont retenu beaucoup. C'est la phrase « C'est la plus belle journée de toute ma vie ». Qui était une phrase que Bob disait souvent, mais surtout en show, tu sais, puis qu'à un moment donné, il prenait le temps, là, il arrêtait, tu sais, 5 secondes, il regardait tout ce qui se passe en avant de lui, puis il fait juste dire « Hey, à soir, c'est la plus belle journée de toute ma vie ». Là, le monde, ouais, si tu le prends, tu dis, OK, c'est drôle, tu sais, il fait ça, puis le monde crie, puis c'est drôle, mais tu prends la peine d'y penser, tu dis, OK, regarde. Ben oui, pourquoi pas? Tu dis, OK, regarde, tu vis quelque chose, tu t'entends quelque part, tu fais crime, c'est non, ben cool. Prends le temps de regarder ce qui se passe, de vivre là, un peu le moment présent, puis regarde. Avec cette attitude-là, regarde, c'est la plus belle journée de toute ma vie. Puis il y a plein de monde qui ont gardé ce message-là, puis qui m'en ont parlé beaucoup. Fait que ça, je pense que c'est un message qui est cool à retenir, c'est positif. Puis si tout le monde se lève le matin avec cette phrase-là dans la tête, tu penses que tu peux pas te faire de merde, là. Tu peux pas, il me semble, tu peux genre une bonne attitude, puis être smart toute ta journée, puis que ça aille bien, tu sais. Fait que ça, ouais, c'est quelque chose qui est cool. Bonnes choses, que des bonnes choses peuvent découler de ça. Ben, il me semble. C'est bonne attitude. Bonne attitude. Ouais. Y a-t-il des choses que tu aurais aimé qui soient dans le docu, qui seront pas dans le docu? Il y a deux personnes que j'avais approchées qui m'ont dit non. Juste 2. Il y a eu Guillaume Lepage. Parce que on parle dans le docu, il faut dire qu'il voulait aller à tout le monde en parle. Ouais, c'est ça. C'était quand même gros, tu sais. Puis je veux pas trop mettre d'emphase là-dessus, mais en même temps, tu sais, Bob regardait ça puis il était là, ouais, mais j'ai ma place moi là, tu sais. Puis pourquoi je suis pas là? Pourquoi ils m'invitent pas? Puis je vais leur montrer que je suis pas un cave tant que ça, tu sais. Puis que c'est ça, je me rappelle que justement, tu sais, c'était une époque où Bob commençait, puis il y avait du monde comme, mettons, je sais pas, Lisa Leblanc, tu sais, qui commençait à faire de la musique dans le temps, qui était underground aussi un peu, mais tu sais, qui était invité dans ces affaires-là, puis Bob était là, Chris, pourquoi moi je vois pas? Ça l'insultait un peu, puis il était, c'est ça. Fait que là, bon, fait qu'il y avait ça.
Puis, mais c'est bien correct, là. Puis, l'autre personne, en fait, c'est que Bob, il a été marié quand même un certain temps. Ouais, on dit qu'il était avec 15 ans avec la même personne. C'est ça. Il n'a pas été marié longtemps, en fait, mais il a été longtemps avec cette personne-là. Puis, ben, elle, tu sais, elle passait à d'autres choses, puis c'est correct aussi, là. Puis, fait que c'est une personne qui voulait pas participer au documentaire. Fait que, tu sais, moi, j'aurais aimé ça, tu sais, tant qu'à faire un film, là, de le couvrir pour vrai, puis d'avoir, tu sais, l'ensemble de... mais c'est bien correct, puis je respectais la décision de cette personne-là, puis c'est bien correct aussi. Tu sais, au départ, j'aurais aimé ça l'avoir, mais finalement, c'est... Ouais. Guilla, sûrement, il était comme, ben là, je connais pas Bob Bissonnette. Ouais, non, c'est ça, tu sais, puis je pense qu'ultimement, tu sais, ça, il en a juste rien à foutre, là, tu sais, il connaît pas, il l'aime pas, il l'aime pas, là, c'est ça qu'il s'en sac. Puis c'est bien correct aussi, là, tu sais. C'était juste que, c'était l'ampleur que ce gars-là avait, puis que je pense qu'il a eu sa place quand même là, pour que les gens découvrent un peu. Puis, tu sais, même après, on se disait, Christy, quand le film va sortir, tu sais, il va peut-être avoir un certain... Du monde qui vont allumer sur le tard, tu sais, ou qui vont... Puis, pas tout, non, il n'y a pas d'intérêt. Puis c'est tout, là, c'est bien correct, là. S'il y a des gens qui écoutent, qui veulent faire un docu, justement, autoproduit, quel conseil t'aimerais leur donner? Eh boy, ça prend beaucoup de passion et de temps. Mais, tu sais, puis ça se fait par du monde, là, une étape à la fois, tu sais, puis... T'es pas toujours inspiré full pin non plus, là. Puis moi, à un moment donné, mon défi au travers de la vie qui continuait, puis tout le reste, c'était... À un moment donné, je me disais, bon, ben, regarde, OK, j'essaie de travailler 1 heure par jour là-dessus. Peu importe ce que je fais, là, au moins 1 heure par jour. Puis là, plus ça allait, plus que ça devenait intense, puis que là, c'était des journées infernales, là. Mais, tu sais, pour que ça avance petit peu par petit peu. Puis, mais c'est des beaux projets, puis ça, je trouvais ça vraiment cool. Tantôt, on a parlé de la bourse Bob Bissonnette. C'est ça qui découle du tournoi. C'est ça, exact. Qui fait que la bourse, la fondation. Il y a la fondation, il y a le tournoi, il y a la bourse. En fait, les bourses sont remises par la fondation. OK, exact. Puis les gens peuvent faire des dons aussi à la fondation, là, mais le gros de l'argent est ramassé à la classique, au tournoi la classique. Une fois par année. Et ça, les gens qui peuvent s'inscrire, dans le fond. Tu peux te faire une équipe. Ouais, là, c'est sûr qu'ils sont souvent sold out, là, parce que, veut pas, ça se fait, c'est Steve, un meilleur chum à Bob aussi, qui gère ça. Fait que, il y a beaucoup de gestion d'équipes de hockey, puis plus ça va, plus les équipes qui sont là année après année reviennent. Fait que, tu sais, il n'y a pas de temps que ça de place. C'est ça, puis ça se passe à Lévis, au complexe Onco, qu'il y a 2 glaces, côte à côte. Puis, il y a une année, je pense qu'ils l'ont fait à Lévis et Québec en même temps pour avoir 4 glaces. C'était fou, là, mais en même temps, c'était plus de gestion, puis ils ont peut-être, c'était plus combien d'équipes, mon Dieu, s'il y a 6 catégories en plus, là, tu sais? Le nombre d'équipes, je le sais pas. Je sais pas, je vais pas dire de merde, je sais pas. C'est beaucoup. S'il y a 6 catégories, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de joueurs, là. Ouais, il y a vraiment beaucoup de joueurs, puis c'est surprenant à quel point c'est fort. Tu sais, on parlait, c'est ça, des pros qui jouent dans la catégorie 1, là, mais tu sais, c'est parce qu'il y a des gars, c'est ça, qui sont vraiment... Tu regardes aller, tu fais, voyons, puis ils jouent dans la catégorie 3 ou 4, tu dis, voyons, calvasse, tu sais, c'est pas fair. Non, mais ça, c'est un bon calibre, c'est un très bon calibre. Puis les gars, en même temps, ça se fait dans la joie et l'harmonie, tu sais, parce que c'est positif, c'est le fun, puis les gars sont là pour ramasser de l'argent pour une fondation, mais en même temps, tu sais, il y a le niveau d'intensité qui monte. Puis les gars, c'est des compétitifs, là. Ils aiment ça gagner. Puis, fait que des fois, tu sais, ça se drop pas, là. Mais tu sais, c'est intense, ça peut être intense, là. Au moment où on commence à wind down un petit peu, je pense qu'on a vraiment touché à tout. Y a-tu des trucs qu'on n'a pas dit, des trucs sur Bob que tu dis, mon Dieu? Moi, je veux juste te dire merci, vraiment, parce que, encore une fois, tu sais, je pense que Bob il était conscient un peu de l'ampleur qu'il avait, mais vraiment pas à quel point, là, tu sais. Puis je pense encore une fois que Christy, 8 ans après sa mort, qu'il y ait des podcasts qui s'intéressent à lui, que tu sais qu'il y a des gens qui écoutent encore sa musique tant que ça, qu'il y ait 7 bandes hommage à Bob Bissonnette au Québec. C'est vrai, ça? C'est fou. Wow. Puis il joue presque toute la gang tout le temps, là. 7 bandes hommage. Wow. Ça, qui sont souvent engagés dans des festivals puis sont payés plus cher que Bob y était en 2014. Tu comprends? Wow. Non, mais tu sais, fait que c'est juste fou raide, tu sais, à quel point ça continue. Puis je pense qu'avec, tu sais, la formule est là avec le hockey, avec les chambres de hockey. Fait que ça fait que les kids en écoutent vraiment jeunes dans les vestiaires, puis ils grandissent là-dedans. Puis
Fait que c'est ça. C'est rendu, tu sais, qu'il y a beaucoup de gens qui tripent sur Bob, mais qui connaissaient pas de son vivant, ou qui ont jamais vu aucun show, ou qui connaissaient pas sa musique, tu sais. Fait que c'est vraiment fou à quel point ça a pris des proportions, puis c'est parfait de même, là, vraiment. Fait que, je pense que c'est en grande partie grâce à toi, parce qu'avec le docu, je pense que ça garde sa mémoire en vie, ça le fait découvrir à beaucoup de gens qui l'ont pas vu. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça s'appelle Bob Bissonnette Rockstar. Puis pas à peu près. C'était parce que c'était sa signature de courriel. Rockstar, puis pas à peu près. Ah oui, il signait ses courriels. C'est drôle, ça. Et c'est disponible sur Vimeo, c'est ça? Ouais, exact. Donc en location ou achat sur Vimeo. Ouais, les deux. Génial. Donc, et aussi sur DVD pour les 3 autres à part toi qui ont des DVD, lecteurs DVD à leur chalet. On peut acheter le DVD? Oui, sur le bobbissonnette.com, le DVD disponible. Il a été longtemps distribué dans les Walmart de ce monde puis tout ça, mais en tout cas. Là, est-ce que le Vimeo aussi le lien sur le bobbissonnette.com? Ouais. Ah, super. Fait qu'il faut aller au même endroit. Il y a même de la merch. Ah oui, il y a tout le temps de la merch. Avec Bob, ça prenait de la merch puis des logos. Ça prenait un logo. Chaque fois qu'il se partait un projet, ça prenait un logo pour le projet. Un gars de branding. Il étudie en marketing. Oui, c'est vrai. Il l'avait dans le sang. Donc, allez checker ça. Bob Bissonnette Rockstar, puis pas à peu près bobbissonnette.com. Il y a aussi la classique qui est de retour à chaque année. Allez voir ça. Ça se passe. Sinon, allez voir les games. C'est du bon hockey. Oui, pour vrai. Là, puis c'est gratis. Là. C'est gratis. Ouais, si vous avez le cœur vous en dit, vous en êtes capable. Il y a des dons également pour la fondation, les bourses. C'est à l'été là, que le tournoi se passe. Sinon, les bourses, les dons à l'année, évidemment. Est-ce que, parce que là, en terminant, dans le fond, juste pour quand même plugger, toi, tu fais ça parce que tu fais du vidéo à temps plein quand même dans la vie. Les productions scène finale. Ah, voilà. Ça s'appelle. Puis, dans le fond, on est deux là-dedans. Moi et ma blonde, on travaillait les deux en radio. On a lâché ça. Puis, encore une fois, je pense qu'il y a un peu de Bob là-dedans parce que c'est arrivé pas longtemps après son décès. Puis, tu sais, le petit coup de pied au cul qui me manquait peut-être pour avoir le guts. Avoir le guts, là, faire mes affaires. Puis il y a quelques amis de Bob qui ont réagi pareil aussi, qui sont bottés les fesses pour... c'est ça. Tu l'imagines qui dit, ah ouais, ça te tente? Ben fais-le. Pourquoi tu le fais pas? C'est loser. Fais-le. Fait que c'est ça, je l'ai fait. Fait que lâcher la radio, puis c'est ça. Production vidéo, toujours. Fait qu'on fait ça, de la pub, vidéo corpo. Donc c'est ça, dans la région de Québec, toi t'es basé à Lévis. Ouais. Production scène finale. Production scène finale. Scène finale. C'est parce qu'on est présentant dans la scène finale du podcast. Et voilà. Donc, allez checker ça sur Internet. Bruno, merci vraiment d'être passé. Merci David, vraiment. Puis, gorgé. Gorgé. D'eau, cette fois-ci. Merci énormément à Bruno de se déplacer. Ça a été un réel plaisir. J'ai oublié de vous en parler dans l'introduction, mais je vais être de passage à Québec pour une game de hockey. Oui, le 1er décembre pour la Fondation Véro et Louis. Le podcast Entre la poire et le fromage, le podcast de Louis Morissette et Jean-Philippe Vautier, fait un affrontement spécial, la poire et le fromage versus le 107.5 Rouge et Énergie 98.9. Et donc, on fait une équipe spéciale poire-fromage. Chucky Pellerino devrait être au centre de ma ligne et plusieurs autres vedettes que vous connaissez vont affronter l'équipe de radio, les équipes de radio locales. Donc, venez voir ça. C'est pour la Fondation Véro et Louis. Donc, pour une très bonne cause. Les billets sont vraiment pas chers. 10 piastres les gens en bas de 15 ans et 20 pour les adultes. C'est une belle sortie familiale. C'est le dimanche 1er décembre à 14h. On vient voir ça. Une coupe de roteux, bing, bang, boom. Une bonne action. On a du plaisir. Des petites photos, des petits whatever. Et puis après ça, on retourne à la maison et on se repose. C'est-tu pas le fun, ça? 1er décembre, 14h. Le lien pour les billets, je le mets dans le descriptif de l'épisode. Sinon, allez sur le site de entre la poire et le fromage.ca pour venir voir ça. OK, sinon, je remercie évidemment mes collaborateurs essentiels habituels. J'ai nommé Amélia Maguire Saint-Onge au booking et à toutes et Fred Levac au montage. Merci les amis, passez une belle semaine. Comme disait le monsieur, bonne semaine. OK, bye bye.